container. It's also working underground containers. Here you're going to see an example about how do we exploit data. Okay, this is a graphic that basically shows the monitoring level of a specific container. Okay, so you have here uh, the filling level of the container, and when the slope is down, it reflects that the container has been collected. Okay, as you can see here, the level of fulfillment is quite low. Okay, almost always less than 50%, and with a quite tight fixed frequency of collection. Okay, this is the normal scenario that we find in different cities, and from this date of June is when we started to make recommendations, okay, in order to make this slope increase and to arrive to higher percentage of fulfillment. Okay, so here is a detail of this part of the graphic. So we have an average level around 35–50%. Once we do our recommendation and our analysis, we arrive to achieve a collection level around 80–90%. So we are able to increase a lot the efficiency of the system, enabling this optimized route, telling the system that the truck should go only to the containers that are above a certain threshold that is also configurable. Okay. Some benefits that our system bring are the efficient city, of course, the allocation of resources in a more intelligent way, meeting evolving needs of citizens, optimize the routes planned in advance. Okay, so previous days you have already the route that you have to make for the following days, as the platform is able to learn about the trends of fulfillment of the different containers, and is able to react in a better way to unexpected variation caused to season, to new activities that are surrounding a specific area, or for example, this pandemic situation. Of course, another major benefits are the economic savings. You are going to see it after, but in the case of Seville, the company Lipasam, which is in charge of it, they have made their numbers and they have arrived to a really amazing economic savings by reducing the cost associated with collection, to reduce the cost of preventive and corrective maintenance in collection trucks, and also decreasing cost in civil liability. This is also important because, as you know, well, containers are a urban furniture that are quite exposed to vandalism and to heat from vehicles and so on. And thanks to this, because there are two features that I haven't mentioned, but our Quantra sensors not only measure the level of fulfillment, but also measure the temperature of the container and also the movement of the container. So we have temperature sensors and also an accelerometer and a GPS in order to know the temperature, the position, and the movement. Temperature allow us to know if the container is on fire. For example, here in Spain, we have a lot of trouble with vandalism in containers. The accelerometer allow us to know if the container have been collected. When the truck collect the container, we are able to detect this movement, and this is correlated with the slope when it comes down, and also the geoposition. In some areas, for example, in Chania, the DISA, which was the company in charge of waste management there, told us that normally the neighbors are used to move the container closer to their houses and so on. So sometimes when they arrive to collect a container, the container is not placed in the
in the same site that they were expecting. So this creates some confusion and some waste of time trying to find the container. Of course, benefits, talking about sustainability, we contribute to the cleaning of the street because we are able to avoid overflows in containers. We reduce the gas emission to the atmosphere. We also contribute to traffic decongestion. And well, this concept of cleaner cities, sidewalks, and streets. And finally, another benefit quite important is the commitment of the city, which involves happier citizens and more satisfied citizens with the waste management services, the empowerment of collection workers to more efficient work, and also the involvement of citizens in the maintenance of a clean city, because this software platform is also capable to to bring input from citizens through mobile apps in order to know their level of satisfaction and also to report any kind of incident or trouble that they may find. Okay. I move to the case studies. Okay, as I've mentioned before, I will focus into the case study of Seville. In Seville, we monitor, three glass routes. Okay, specifically, we monitor 94 backload container, side load container, and of this kind, this was metallic, and this kind was plastic, 121. Okay. So these were three fixed routes, okay, in these three neighbors of Seville. And when we placed the devices, the Quantra devices, just for auditing how good was the service, we found this scenario, okay, this scenario quite sad, okay, as we demonstrate that around 85–90% of the containers were collected below a 60% of fulfillment. So again, as I've mentioned before, essentially Lipasam was collecting air, okay? Of course, this creates a lot of inefficiencies that can be solved thanks to Quantra solution. This is an example about how were the graphics here in Seville during our audit phase, okay? And then after this audit phase, how we were able to change this collection percentage, okay? Initially, routes were fixed every 12 days, okay? And in some cases, in some containers, we arrived to just go to collect those containers instead of each 12 days, around every 50–60 days. So imagine this multiplied by each container, what is the potential of saving of the solution. This is another case with a container much more used, okay? So each 12 days, the container has to be collected, okay? So depending on the kind of container and the level of usage of this container, the collection route has to be adapted, okay? We don't need to go every 12 days to this container. However, in this case, we need to go. So we specify to the platform that each 12 days, this container has to be in the next planned route in order to be collected. This is the analysis that Lipasam make after this intervention of Quantra solution, thanks to Life EWAS project. So they had three fixed routes, as I mentioned before in the picture, and they passed to only one dynamic route, okay? This meant that the number of services that they were fixed to 100 for the three routes, okay, around 33 in each route, they were able to reduce up to 34 services after the optimization. And the number of hours involved in collection tasks were reduced from 1,700 to 255.
This means a saving of 66% of the operational cost of the service. You have here a sentence of Virginia P. Vidal, which is the managing director of Lipasam. And well, you have here the specific phrase: thanks to the application of this technology and the data provided by the sensors, our costs associated with collection have been reduced by 66%. Of course, from us or the provider of the solution, we are very proud to show you this kind of people which are at the top of the management service, that they have those evidence that they were able to save this cost up to this amazing level. About Hanya, okay, I want to also to spend some time about Hanya. We have, honestly talking, not as a good scenario as in Seville, because the kind of containers that we use here in Seville were more appropriated than other ones, okay? I've mentioned before that we have tested it in more than 35 kind of containers. And of course, in some of them, the results are not so good. In Hanya, we had a backload container. Backload container has some troubles because when the container is lifted, it has a movement, and due to this movement, the garbage hit continuously the position of the sensor. So it caused some damage on the sensors that we had to fix. We didn't have enough time to make a second round of test in Hanya. And also the backload containers are smaller than these side load or double hook containers. Honestly talking, this system is not the best solution for every container. So depending on each scenario, we have to study and to determine if the solution is going to be the appropriate or not. Indeed, thanks to this lesson learned, we created Minikube, okay? Thanks to, because we only had a Q at the beginning of EWAS project, and also this was the device that was used in every container of both pilot sites in Seville and Hanya. And thanks to this problem and some other problems that we faced during pilots in Seville and Hanya and other deployment that we have done since 2016, we have been able to evolve our solution to a more robust devices and also a platform. So this is the end from my side. I think I have covered more or less inside time, and now it's time for you to ask any possible question that you may have. I will be happy to answer. Thank you very much, Jose Antonio. Indeed, we have one question in the chat, and then I would like to add a couple of questions I have. I invite all the participants to raise your hands if you have any question, and we can answer it now. The question, Jose Antonio, is what are the prerequisites or equipments which must be provided by the municipality that wishes to use such technology? Which, for example, you have already illustrated that in the case of Hanya, the kind of container did not fit very well with your technology, whereas in the case of Seville, it did perfectly. And this made the difference between a success in Seville and kind of failure in the case of Hanya. I wouldn't say it was a failure. Indeed, the DISA used this pilot as a success case too. Okay, indeed, if you allow me, I'm going to show you a specific document in where this is a document. You are able to see it, okay? So, yeah. Okay. This is a document elaborated directly by the DISA. They mention here the participation in Live EWAS project. They mention here our sensors, our former logo of Wellness Smart Cities. They show it like a success study, how technology could help them to reduce, in this case, a 30%. It's not so good, it's not 66, but it's still very good. A 30% of yearly collection cost, okay? So, of course, we want to show and to highlight into Seville pilot,
but also ELISA was a huge success. Obviously, if any company is able to reduce 30% of their operational cost, this is a surrounding success. This is not a failure. Yeah, I mean, I don't want to say that was a failure of the system itself, but in this case, what happened, that was a misfit between the type of containers and how people was using the containers, which might have required some more interaction, perhaps, or more information with the public, which is interesting, because technology by itself might not work unless we involve and engage with the public and with businesses. But anyway, I think it's quite interesting. I hope we have answered. But I would like to mention a couple of things more. Essentially, we don't need anything different from what already had the city. Okay. Indeed, what we do is a previous auditory of the service in order to know how does it work, in order to adapt possible configuration mode of sensors, sending of data, and also what is the frequency of sensing, because it also affects the battery. Okay, but essentially we don't need anything else than the current status of the waste management system, how the bins are deployed, and then we have to study it during, depending on the coverage of the system and so on, some months in order to study it and then to implement these improvements. Okay. Also, we don't rely on coverage. Of course, we can work with GPRS. So as far as the coverage of GPRS is okay, we can deal with it. Thank you. We have one more question from Nunu Walid. I hope I have pronounced it well. If you want to unmute and ask yourself. السلام عليكم. وليد جنون من بلدية جابس بتونس. أردت أن أسأل عن استعمال هذه التقنية، كلفة استعمال هذه التقنية، هل تقع تغطيتها في الربح الذي ينتج عن استعمال هذه التقنية؟ وسؤال آخر، إذا كان عندنا حاويات في نفس المسار، إذا كانت إحداهم قد امتلأت والأخرى لم تمتلئ، فكيف تكون عملية الرفع؟ هل يكون عملية الرفع نرفع فقط الحاويات الممتلئة ونترك غير الممتلئة لوقت آخر؟ وما هو ما هي تداعيات هذا العمل؟ ربما نضطر إلى رفع نفس المسار في مرتين، وهذا يشكل كلفة إضافية على عملية الرفع. وشكرا. Okay, so I'm going to try to answer everything about the cost. Okay, we have studies that the return of the investment is around 1.5 years to 2 years. Okay, so in this span time, you are able to recover the investment of the installation of the system. Okay, it depends also about what kind of containers, again, because we have to adapt or queue or mini queue depending on that, and also the coverage is also a important factor. But essentially, from 1.5 years to 2 years, the return of investment is covered. Regarding the containers that belong to the same route, effectively, if imagine that two containers are in the same street and you have to collect the first one, but the second one is not fulfilled, it's not needed to be collected. We avoid to collect it if we know that the next time that we are going to pass in the nearby, the container is not going to be overflowed, okay? And this is made through machine learning techniques that predicts the trend of fulfillment of a specific container. This is done in this way because I have mentioned during my presentation, traffic congestion, traffic jam is also caused sometimes by this kind of trucks. So if we avoid to make unnecessary stops to collect empty containers, we also contribute to traffic of the city. And I think I have answered both questions. If I'm not wrong, please. I think so, Jose Antonio. I invite. Thank you, Nunu. If anyone has any other question. Well, more than a question, we have a comment from Mr. Mohammed from Gabes. What he's saying is that
Okay, we can manage the technology and we can manage the human resources needed for the waste collection, but a successful project, it will be key, the implication of the citizens. So yeah, that's the goal. Yes, I would like also to add something. I totally agree with this comment. Indeed, in IWA's project, we had a quite strong campaign of communication and dissemination actions involving people. And also waste management system, waste management services. We envisage that the incoming, the new market that is coming is along the pay-per-use concept. So each user will pay specifically for the garbage that they produced. So we could be more sustainable through being also more effective in cost, because the best I recycle, the best I separate being garbage, the less I'm going to pay. So this is something quite a strong incentive for citizens to optimize their waste production and also waste recycling. Okay, thank you. Okay, thank you very much, José Antonio, for your presentation. Very nice. Thank you too. And it was a pleasure. We will continue with François Bonnet. François, are you there? Yeah. Yes. Thank you very much. The floor is yours. You have 20 minutes, and next we will have a 10 minutes question and answer round. Okay? Yes, so let's just try to share my screen. Sorry, François, if you are going to present in French, that you can directly talk in French. Oui, pardon, oui, j'oublie. Peut-être, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Françoise Bonnet, la secrétaire générale d'ACR+, qui est un réseau international de villes et régions pour le Sorry, François, I don't know. I think Sorry, we François, cannot hear you. I think you are muted. Yeah. Maintenant, c'est mieux? Oui. Oui, pardon. Donc, je recommence. Je suis Françoise. Now, let's try now, François. Vous me mettez tout le temps mute, je ne peux plus contrôler. Is it okay now? C'est bon maintenant? Oui. Yes. Oui. Parce que je reçois un message comme quoi l'administrateur me met muette. You muted me. They told me. Is it okay now? Yeah, we can hear you. Oui, oui, ça va. Ok, pardon. Donc, ACR+, Réseau international de villes et régions pour le développement durable des ressources. On travaille depuis de nombreuses années dans le pourtour méditerranéen. Et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le cas de la Soukra et la Marsa en Tunisie, que notre membre Larbi Bentili nous a communiqué, mais malheureusement ne pouvait pas être présent. Nous pourrons aussi vous présenter le cas de Rabat. Et j'espère que nous pourrons avoir Monsieur Benbouya qui nous écoute pour le moment, qui est avec nous, qui nous présentera le cas de Rabat. Je voudrais juste, avant de commencer ma présentation, revenir sur l'excellente présentation de Monsieur José Antonio. Je pense qu'un point quand même très, très important qu'il faut souligner dans la gestion des déchets, et j'ai la chance de pouvoir travailler dans cette thématique depuis de nombreuses années, c'est que quand on parle de mettre des senseurs sur les containers, etc., et je vais vous montrer que c'est un des exemples de bonnes pratiques pour la Marsa, on est en train on parle de coûts de gestion des déchets, mais il n'y a pas du tout de connexion entre les coûts et les revenus. Et vous savez qu'en Europe,
nous avons la chance d'avoir l'Union européenne qui nous a mis en place toute une structure législative avec, je dirais, des moyens de couvrir les coûts de déchets, des coûts de gestion de déchets, et notamment avec la responsabilité élargie des producteurs qui nous permet de retirer des revenus de toute la fraction sèche. Et évidemment, avec ça, on peut investir dans du matériel et des infrastructures. Donc, je pense que c'est quand même important de rappeler que quand on montre l'exemple de Séville et de Hania, nous avons derrière ça déjà des obligations de collecte sélective qui nous sont imposées. Je pense que c'est important de le souligner puisque c'est une très belle technologie qui permet de réduire des coûts, mais qui s'inscrit dans une stratégie plus globale où on a déjà une séparation de la fraction sèche de la fraction humide. Voilà, c'était juste ma petite remarque. Et maintenant, je vais vous présenter le cas de la Marsa. Je pense que c'est bien ça. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop longue, mais je voudrais quand même vous donner un minimum de contexte national, et je pense qu'une des grandes caractéristiques de tous les membres, villes et territoires du sud de l'Europe et du sud du bassin méditerranéen, c'est que de par nos cultures, en fait, la composition de nos déchets est faite que pratiquement entre 60 et 70% de la poubelle est composée de déchets organiques. Sorry, Françoise, just a sec. I think you're not sharing your screen. I switch on, share your screen, and I don't know what I have to do more. You have to pick the screen you want to share. It will make you choose between the different screens you have open. Yeah. Then you will have to pick it and confirm that that's the screen you want to share. But why do I have to? I mean, normally I'm a participant or I'm a host? You are co-host as far as I can see. So. Yes, you are co-host. So I'm in the only green host button or participant. Okay, so I will see if it works like that now. Let's see. So in the share screen. Yeah, I know this, but Sergio, if not, maybe you can share it yourself. I'm right opening the. Is it now? Is it okay now? Sorry, just a sec. Still not. Sorry, I can share it by my screen. I have it ready if needed. Okay, go ahead. What do I have to do? I shared it. I'm a host, and I shared with all participants. Okay. No worries, François. If No Francesco worries, has the presentation, we can. Yeah, but I don't see Francesco's screen. Okay. Just a sec. Francesco, I cannot see your screen. No. Yes. It is mentioned has started screen sharing, but we don't see your screen. That's weird. It is. It says I am screen sharing. I had the same, Francesco. And when I was muted, they told me that it was the organizer who muted me, so I couldn't do anything. Okay, just a sec. I'm gonna try to do it myself. I'm sorry. Me too. Sorry. Francesco, you will have to stop sharing so that Sergio can start sharing. I'm trying, but it's frozen. Can you see my screen now? No. One second. Francesco. Try now, Sergio. I put. Sorry, Francesco. Yes, actually all
all the Zoom screen is frozen. I can't click on anything. Okay. Can you see mine? Can you see it now? No. I'm trying to stop Francesco's screen, but I can't. No, I had exactly the same before. Francesco, maybe if you leave and you come back, I removed your host permissions, but no, please, obviously it's not working. Kick me off because my Zoom is totally frozen. I can't. Okay. Okay. Sergio, try now. Yes, I'm going to try. There we go. And you see it? Okay. Yeah, yes. Perfect. Okay. Please, Francoise, I will try to be as quick as possible with my passing slides, okay? Okay, wonderful, wonderful. Was this one the one you're wearing? We will have a team presentation. Okay, yes. Is that the one you wear? Yes, perfect. Good. So I was just telling you that the biggest part of the waste we produce in the south. Sorry, Françoise, you have to go with French. Yes, sorry, I'm sorry. Je suis désolée. Donc, je vous disais que entre 60 et 70% des déchets sont des déchets organiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à tout le pourtour méditerranéen. Suivant. Sergio? Yeah. Donc, l'ANGED, donc, qui est l'Agence nationale pour l'environnement et donc qui s'occupe de la gestion des déchets, a en 2016 mis en exergue les différentes problématiques que vous pouvez lire avec moi. Donc, très peu de concertation et de coopération entre les différents intervenants, les différentes parties prenantes. Un manque de capacité humaine dans le secteur public, y compris au niveau des collectivités locales. Un manque de moyens matériels, une absence aussi d'approche préventive, puisqu'on sait très bien que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, et que bien sûr, si on a produit des déchets, la meilleure chose, c'est évidemment de les recycler, et avant cela, de réemployer le plus possible le produit collecté. Donc, une approche préventive est vraiment cruciale. Lenteur du développement des systèmes de gestion de certaines filières. Comme je vous l'indiquais, en Europe et dans pas mal d'autres pays du monde, on a mis en place à la fin des années 80, début des années 90, des systèmes de responsabilité élargie du producteur qui en fait permet aux municipalités de financer la collecte et la gestion de leurs déchets solides essentiellement, donc qui peuvent être recyclés, et essentiellement les déchets d'emballage. Et donc cela, dans plusieurs pays, on a déjà de la législation qui a été adoptée ou qui est en phase d'adoption, mais il n'y a pas encore vraiment d'opérationnalité de ces systèmes-là, et notamment c'est le cas en Tunisie, et donc ça engendre des problèmes financiers pour les municipalités qui n'ont pas les budgets pour financer des collectes sélectives. Très peu de secteurs privés impliqués et donc, comme je l'indiquais, un manque de ressources financières pour la couverture des coûts et ensuite de cela, une difficulté d'écoulement des produits issus des matières recyclées. Donc, toutes ces problématiques-là mettent des freins, évidemment, à une gestion durable des déchets. La suite, s'il vous plaît. Next. Et donc, il y a d'abord eu une stratégie nationale où on a mis sur papier et on a mis à plat les différents problèmes avec des solutions optionnelles et ils ont essayé au niveau tunisien de travailler non seulement sur le cadre institutionnel et réglementaire, mais également en essayant de renforcer les capacités humaines et d'équipement au niveau des autorités décentralisées. Suivant. Et donc, la SUCRA a pris les choses en main pour ce qui concerne son territoire et a essayé de mettre en place un système de gestion pour toutes les fractions recyclables. Suivant.
Donc, juste pour vous donner une petite idée, on parle ici de 130 000 habitants. Donc, on est, la Soukra, c'est la banlieue, c'est toujours la banlieue nord, je pense, oui, de Tunis. Et vous avez donc un mode de collecte mixte avec des conteneurs par rapport volontaire et du porte-à-porte et une collecte par délégation de services publics. Suivant. Et donc, comme je vous l'indiquais, à la Soukra, comme je dirais partout dans le pourtour méditerranéen, une grosse partie, la majeure partie des déchets qui sont produits sont des déchets organiques. Suivant. Et donc, il y a d'abord eu évidemment une mise à plat des données, une collecte des données pour savoir exactement de quoi on parlait. Et on a pu donc quantifier la quantité de déchets produits par an sur la commune, la quantité de déchets produits par le secteur informel, par les chiffonniers et par les ouvriers municipaux en ce qui concerne les déchets plastiques. Parce que donc, comme je pense dans pas mal d'autres municipalités, il y a la collecte par les ouvriers municipaux, mais évidemment, toute la collecte qui est opérée par ce qu'on appelle le secteur informel, que vous connaissez aussi bien que moi, je pense. Et donc, on a estimé la collecte du plastique non collecté qui représentait plus de 12%, donc une grande potentialité de collecte sélective supplémentaire, et qui essentiellement, se retrouve essentiellement dans les déchets collectés par container. Parce que là, vous avez, je dirais, moins de contrôle social, vous avez plus de facilité de jeter tout ce que vous avez en main, parce que le contenant en général est beaucoup plus grand que quand ce sont des collectes en porte-à-porte. Et on a aussi donc pu établir qu'il y avait une grande potentialité dans tout ce qui était la collecte des résidences, donc les immeubles à étages. Suivant. Et donc, la méthodologie a été la suivante. D'abord le diagnostic, et puis mettre toutes les parties prenantes autour de la table et définir des scénarios de planification et d'intervention. Suivant. Et donc, pour cela, également, des indicateurs ont été mis en place pour voir évidemment l'évolution. Donc, la quantité de plastique dans les conteneurs par rapport volontaire, la quantité de plastique pour la collecte en porte-à-porte, des ménages et des résidences, et la quantité des plastiques issus des commerces. Et vous voyez dans le camembert qui est désagrégé, la quantité qui vient des collectes containerisées, qui est la quantité la plus importante, ensuite celle en porte-à-porte, la collecte sélective pour les déchets commerciaux et le porte-à-porte qui est la partie la plus réduite. Suivant. Et donc, l'objectif numéro 1 a été d'essayer d'améliorer cette collecte par rapport volontaire en ayant, vous voyez, donc des systèmes de collecte spécifiques avec des grillages où on peut insérer les bouteilles en plastique. Ce sont donc des cages de récupération qui ont une capacité en mètre cube et qui permettent évidemment comme ça d'avoir un flux de déchets de bonne qualité puisqu'il n'est pas mélangé avec d'autres déchets et notamment pas mélangé avec toute la fraction organique, ce qui rend ce flux évidemment beaucoup plus valorisable et marchandable sur le marché des valeurs des déchets. Et donc, chaque municipalité a pu acquérir cette cage. Suivant. Alors, il a fallu également améliorer la collecte en porte-à-porte par des points de regroupement, donc par petites zones d'habitation. Et c'est également avec des cages et ça a été couplé avec des bacs roulants. Et alors, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu de la collaboration avec les syndics des immeubles pour que chaque résidence fasse le tri sélectif. Et ça a été implémenté par un arrêté municipal, donc une législation au niveau local qui a imposé aux syndics de mettre des contenants différenciés pour organiser une collecte
sélective. Et également, il y a eu des points écologiques, comme on dit, où il y a un endroit donné, les citoyens peuvent venir déposer les différents types de déchets recyclables secs. Suivant. Et puis, il y a eu aussi la nécessité de travailler avec tous les plastiques collectés par le secteur informel. Et donc, il a fallu d'abord identifier ces collecteurs. Donc, il y en a plus de 217 qui ont été identifiés. Et on a essayé aussi d'avoir des points de collecte également pour eux, pour essayer que leur travail soit moins pénible et qu'il y ait un effet de masse, que la quantité de déchets produits, de collectés, soit remis à un même point de collecte. Et chose très importante, et je pense que c'est quelque chose qui pourra aussi être expliqué sur Rabat, c'est essayer de fédérer ces chiffonniers pour qu'il y ait un minimum de mutualisation de leur travail et de coordination de leur travail, notamment pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de travail. Suivant. Et donc, il y a eu également, comme vous le savez, toujours, c'est extrêmement important de communiquer avec tous les acteurs et bien sûr avec le citoyen. Et donc, il y a eu un plan de communication avec un public cible qui n'était pas uniquement les citoyens, mais également les autorités, la société civile, pour essayer d'avoir vraiment le plus d'appui possible à tous les niveaux et sur toute la chaîne de valeur. Et puis, l'organisation d'ateliers participatifs pour que ce plan d'action puisse être vraiment un plan qui avait l'adhésion de tous, donc de tous les acteurs. Et il y a eu aussi des formations, notamment pour les syndics, puisqu'il y avait pas mal de résidences qui étaient impliquées, donc des habitations verticales, pour aussi former les chiffonniers et les ouvriers municipaux à l'importance de la collecte sélective et du regroupement le plus possible dans un flux le plus pur possible. Donc, essayer qu'il y ait le moins de mélange possible. Et évidemment également des outils de sensibilisation et de communication auprès des jeunes et des citoyens en général. Suivant. Et donc, pour pouvoir évidemment évaluer et faire le suivi de ce plan, des indicateurs de performance ont été mis en place avec donc rendement moyen de la collecte sélective, le taux annuel de récupération des matières recyclables, le taux de participation à la collecte sélective et le taux annuel de diversion. Suivant. Alors, maintenant, ça c'était donc pour vous montrer un exemple donc que M. Larbi Bentili aurait souhaité vous présenter, mais malheureusement, il n'était pas disponible aujourd'hui. C'était pour vous montrer l'importance surtout une fois que vous voulez vraiment travailler au niveau local, c'est quand vous travaillez dans un contexte, je dirais, réduit, enfin en tout cas dans un territoire délimité, vous pouvez vraiment essayer d'impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur et vous arrivez à vraiment des résultats concrets assez rapidement, comme le cas de la Soukra. Maintenant, je vais vous présenter le cas de la Marsa, qui rejoint, je pense, un peu les contenants intelligents qui nous ont été présentés juste avant moi. Et c'est les résultats d'un projet qui s'appelle Smart City, qui est une solution intelligente pour la gestion des déchets, notamment avec des capteurs dans les contenants de déchets. Suivant. Donc, également ici, un minimum de contexte. Là, on est aussi dans la banlieue nord de Tunis avec une importante quantité de déchets organiques et puis, je dirais, la composition classique de déchets d'emballage composés de plastique, de carton, papier, métaux et puis un peu du reste, mais donc grosse partie d'organique et puis emballage. Suivant. Donc,
il y a eu la volonté de mettre en place également là-bas un plan communal de gestion des déchets qui faisait suite, donc c'était une application locale du plan national des déchets. Et donc, il y a eu évidemment une analyse des forces, opportunités, faiblesses et contraintes. Et tout ça a été mis à plat, de nouveau avec une approche multi-acteurs pour essayer que tout le monde adhère au plan à adopter. Et donc, vous pouvez voir avec moi, il y avait déjà de l'existant avec un parc moderne, structuré, équipé et un réel engagement des responsables communaux. Il y avait déjà le secteur privé en partie impliqué, ce qui pouvait aider pour notamment les investissements en infrastructure. Par contre, il y avait encore une assez grande méconnaissance des quantités produites et des circuits de collecte. Donc, ça a été la première chose, c'était de voir quel était l'état des lieux. Et donc, l'opportunité, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va grandissant et qu'on peut vraiment retrouver partout, c'est l'engagement de la société civile de plus en plus grande qui permet de vraiment pouvoir compter sur eux et compter sur une coopération effective. Et également, maintenant, de plus en plus, les municipalités qui veulent s'engager pour plus de durabilité et donc qui veulent mettre en place aussi des plans au niveau local pour vraiment essayer d'améliorer la gestion des déchets. Avec ici, comme dans beaucoup d'autres cas, une réelle volonté et une bonne collaboration avec différentes communes aux alentours. Et vous savez que quand il y a moyen d'avoir une économie d'échelle, ben, c'est toujours mieux. Et c'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de pays européens et même ailleurs, des intermunicipalités qui se créent pour avoir une économie d'échelle de certains coûts fixes. Et donc, il y avait également cette opportunité qui était là. Et puis, bien sûr, les contraintes, c'est toujours le peu de contrôle qu'on a par rapport à la réglementation qui n'est pas vraiment respectée. Une urbanisation assez anarchique, ce qui n'aide pas dans l'organisation des collectes sélectives et des collectes en général, notamment pour suivre le rythme et avoir une optimisation du parcours des camions notamment et de la fréquence des collectes. Et puis, la Marsa, c'est une zone, un territoire le long de la mer qui est un territoire touristique pour le tourisme interne et le tourisme aussi, avant notre sympathique crise sanitaire, tourisme aussi international, mais donc avec un énorme pic de production de déchets pendant les mois chauds. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, il y a eu la première bonne pratique a été grâce à des fonds européens et l'aide d'autres partenaires. Vous voyez ici, il y avait la Marsa, Irbid en Jordanie et Ribera en Espagne, un projet européen qui s'appelait Medina et qui était en fait, qui avait pour objectif d'améliorer, de transformer les pratiques de gestion des municipalités pour toujours traiter plus de déchets en évitant le plus possible le gaspillage et en mettant le citoyen au cœur de cette transformation pour, même avec du low cost, donc en essayant simplement de trier à la source en impliquant le citoyen, d'avoir déjà une meilleure gestion des déchets. Et donc, les bénéficiaires étaient les suivants, des représentants municipaux, des autorités régionales, 6 000 ménages et 40 associations et entreprises locales. Et donc, c'était un projet financé par le programme NI-CPCNet. Suivant. Et donc, les différentes réalisations, un outil d'aide à la décision, des plans de gestion, des plans de renforcement des capacités, des campagnes de sensibilisation, il n'y a rien à faire. Cela reste crucial de pouvoir bien communiquer et sensibiliser les ménages et plusieurs startups qui ont été sélectionnées et soutenues pour créer des entreprises dans le secteur de l'économie circulaire. Suivant. Alors, vous avez là les différents acteurs de la bonne pratique
numéro 2 que je vous présente, qui est la poubelle intelligente, grâce à une technologie coréenne. Et donc là, les acteurs sont Adcogen, Wego, qui était le bailleur de fonds, et Cubelabs, le fournisseur de la solution, et la commune de la Marsa, qui a été le bénéficiaire de cette bonne pratique. Et ça fait concentrer sur un quartier de la Marsa, qui, au départ, donc ça c'était le projet pilote, avec 30 000 $ pour 12 000 personnes, et donc qui recouvrait un territoire de plus ou moins 33 hectares. Suivant. Et donc, voilà, je suis désolée pour nos amis de Séville, mais là, c'est une technologie coréenne qui est venue aider nos amis tunisiens pour mettre des capteurs dans les poubelles et qui leur a permis, comme ça, comme cela a été indiqué auparavant, à mieux gérer le circuit de collecte et aussi ainsi diminuer les coûts, notamment de propreté publique autour des containers, parce qu'avec ces capteurs instaurés dans les poubelles, ils savaient exactement, et ils le savent encore, puisque maintenant ces capteurs sont tout à fait, font complètement partie de la gestion des déchets à la Marsa. Ils savent exactement quand les conteneurs sont pleins et quand ils doivent venir les vider. Suivant. Voilà. Donc, le résultat de ce projet, c'est que, en fait, c'est assez facile à dupliquer parce que le senseur est très facile à mettre sur n'importe quel type de poubelle. Et donc, il informe en temps réel du niveau de remplissage, il réduit les coûts. Donc, je ne vais pas m'étendre plus puisque je pense que ça a été très, très bien expliqué sur le cas de Séville et de Ania. Ça aussi détecte la quantité de liquide qu'il y a au fond de la poubelle. Donc ça, c'est important parce que, bon, notamment avec les climats qu'on a dans le sud de la Méditerranée, ça crée des petits lixiviats et il faut gérer ça. Et puis, évidemment, ça permet d'avoir un aperçu historique de la génération des déchets, du débordement et des performances de collecte. Alors, l'enseignement tiré de cette petite, je dirais, de ce petit projet pilote qui maintenant a pris de l'ampleur et est toujours bien en place, c'est qu'il faut vraiment préparer le cadre juridique pour l'installation et l'importation de ce type de produit. Et il faut que ce soit accompagné par une campagne de sensibilisation et de communication auprès des citoyens pour essayer vraiment de stimuler le tri à la source et avoir des collectes sélectives les meilleures qui soient et en tout cas éviter le plus possible que trop de déchets organiques se trouvent dans ces poubelles. Suivant. Suivant. Voilà. Donc, ça, c'est un message donc, de nos amis tunisiens. Prenez les devants et soyez courageux. Conjuguez l'élaboration conceptuelle aux résultats concrets. Engagez-vous dans des projets pilotes et communiquez sur ce qui marche. Et donc, n'hésitez pas à solliciter, que ce soit MedCities ou même nous-mêmes. On est habitués à construire des projets avec nos membres pour avoir des fonds européens, pour pouvoir financer des projets pilotes. Il n'y a rien à faire quand on arrive avec après du concret, qu'on peut communiquer sur des résultats concrets. On arrive à faire adhérer beaucoup plus nos citoyens. Fédérez les acteurs et faites que les citoyens, qui sont aussi des consommateurs et électeurs, soient acteurs de la vie publique. Faites de la prévention la priorité de votre stratégie et rendez le recyclage et la récupération plus attrayants que la mise en décharge et incinération, que ce soit pour les ménages ou les acteurs économiques de votre territoire. Donc, en clair, si la mise en décharge ou l'incinération, si jamais ça existe, ou si vous faites brûler vos déchets par des producteurs de ciment, par des cimentiers, si ça reste la solution la plus économique, ben, ça va être difficile de promouvoir des solutions beaucoup plus
circulaire où vous avez une collecte des déchets recyclables que vous pouvez après remettre dans un processus de production, en tout cas revendre sur le marché des déchets et des recyclables. Voilà, j'en terminerai là et shukran. Thank you very much, Françoise. Very interesting, and in fact, I think there is a lot of lessons to be learned here, because I don't know if you share this opinion, but in general, perhaps in the North Mediterranean, we have like a path dependency on several technologies, as you said, like incineration and other kind of technologies that can be better designed at this point of design, as you have mentioned. And I think there is a great opportunity to be inspired and to have clear ideas and clear lessons learned from the case study you just presented. So thank you very much. I would like to ask the audience if somebody has any question. So you can raise your hand and I can give you the floor. Okay, don't be shy. Don't let everything for the last part. Okay, again, Nunu Varit, please go ahead. He's muted. Il est muted. Yes, now it's not muted. Assalamu alaikum. Salam. Assalamu alaikum. Yes, we can hear you, Nunu. Thank you. Go ahead. هل أستطيع أن أسأل؟ Nunu? هل صوتي مسموع؟ Yes, we can hear you. We can hear you. أريد أن أسأل عن تجربة بلدية المرسى. لقد قمت بزيارة للمرسى في إطار زيارة لمعرفة هذه التجربة، وكانت منذ على ما أذكر ربما 2 أو 3 سنوات، ولم أريد أن أسأل لماذا لم يتم تعميم هذه التجربة على بقية المناطق. قد ذكر أنها كانت تجربة في منطقة صغيرة، وإلى الآن لم نسمع بأن هذه التجربة قد تم تعميمها، وما هي تقييم هذه التجربة من طرف بلدية المرسى، وإذا نجحت هذه التجربة لماذا لم تعمم على كافة التراب في بلدية المرسى؟ وشكرا. J'ai pas eu de traduction, donc mon arabe n'est pas suffisamment. He was asking how could you replicate this along other places in Tunis? Because he was saying he has traveled to La Marsa to explore a little bit more about your experience, but he was asking if I'm right, Nunu, how could you spread this experience to other places in Tunis or even other places besides La Marsa? Ok, je vais répondre en français, d'accord. Je pense que le souci évidemment de ce projet et le dupliquer, c'est que là il y a eu des fonds qui sont venus parce qu'il y a eu un projet derrière ça soutenu par les Coréens et d'autres. Et donc, bien sûr, pour le projet sur les poubelles intelligentes, il faudrait pouvoir avoir les fonds pour acheter évidemment cette technologie. Quant à l'expérience de la Soukra, je pense que là, il y a déjà moyen de faire quelque chose rien qu'en mettant autour de la table les différents acteurs et en essayant, avec les moyens de la municipalité, comme on dit, le low-tech et essayer de sensibiliser les gens pour que déjà il y ait une séparation de la fraction humide de la fraction solide, sans qu'on ait vraiment besoin d'un apport d'argent important. Dans les 2 cas, en tout cas, moi, ce que je suggère vraiment, en l'absence de fonds qui viendraient du gouvernement national, c'est d'essayer d'unir les forces avec des réseaux comme le nôtre ou comme MedCities
pour essayer de mettre en place des projets pilotes et de dupliquer en allant chercher des fonds auprès de bailleurs de fonds de ce type-là, s'il faut des moyens financiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question comme ça. Thank you, Françoise. I would like to ask to the interpreters if there is the possibility, as it happens in the Arabic channel, to low down the volume of the speaker when the translation is on, because it's a little bit difficult to understand the translation during the part where Françoise was speaking, for example. It only happens when she speaks in French. When Arabic translation, yeah. I would say it's because Françoise is not in the French channel. Are you in the French channel? I clicked on, I think, but I don't know. Well, anyway. When I click on the French channel, it is free. It is frozen. I can do anything. So okay. I clicked on, but it okay, didn't well, work. I can answer into English if it's better for the translation. No problem. If we have other questions. Okay, don't worry. That's okay. Okay. Sergio, I think there is another comment in the chat. Do you want to, from Zarqa Municipality? Yes, Zarqa Municipality asks, is there any study or sufficient information to indicate that such projects or plans can be applied in certain other countries or can be applied in the Middle Eastern countries in general? Oui, il y a déjà des choses qui ont été faites. Je vous invite notamment à regarder, à googler, je dirais, le site des projets SWIM et WES, qui sont des projets régionaux financés par la DG Voisinage, donc la DG NEAR de l'Union européenne, dans lequel nous sommes impliqués et où il y a déjà des exemples de possibilités territoriales de duplication de ce genre de projet. Il y a aussi pas mal d'études qui ont été faites au niveau national, je pense notamment par d'autres bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ou la GIVED, qui ont fait notamment des études assez approfondies sur les possibilités dans différents territoires, notamment avec en son temps le projet Commune au Maroc, et il y a eu la même chose en Tunisie. Je suis moins au courant sur l'Algérie, mais je pense qu'il y a eu déjà des choses. Donc oui, il y a tout à fait moyen de faire cela. Il y a tout à fait moyen. S'il y a quelqu'un qui est prêt à porter le projet, à aller frapper aux portes et à mettre autour de la table les différentes parties prenantes, c'est dans le Middle East aussi, il y a moyen de faire des choses. Je vous invite à aller visiter le site du projet SWIM et du projet WES, donc W-I-S, W-E-S, et SWIM, c'est S-W-I-M. C'est un projet à la suite de l'autre, projets régionaux, notamment avec une composante gestion des déchets. Thank you very much, Françoise. So if there is not any other hand raised, I guess we will pass to the next one, and since it's time as well. So I don't know, Francesco, are you going to present this one? I have the presentation if you need it. Better if you go to Sergio. I'm connected with the browser now. Okay, just a sec. I'm going to check the presentation. If I may, Francesco, did you mention that Mr. Benbuya is with us? Still not. Up to you, or maybe Françoise, you want to introduce him? Yes. Donc, je continue en français. Donc, nous avons avec nous qui participe et qui est dans les participants, Monsieur Moustapha Benbuya, qui est le responsable bonjour, Madame Françoise. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends, moi. Est-ce que vous entendez, Monsieur Benbuya? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui.
Oui, Donc, je serai à l'écoute. Donc, Voilà. pour commencer ma présentation. Oui. oui. Donc, Monsieur Benbouya est responsable pour la ville de Rabat de la gestion des déchets et il va faire la présentation sur Rabat. Okay, François, thank you very much. I will share now the. Et Monsieur Benbouya, vous devez vous mettre unmuted. Sorry, Sergio, is the other presentation? Okay, just a sec. This is the one you have as, let's see. Just a sec. I'm trying to open it. Okay, here it comes. Now we can see it, Sergio. Thank you. Yes, but no, sorry, is the one sent via mail a few minutes ago. Okay, I can't see the email because I was sharing my screen. So just a sec. Sorry, we are trying to share the presentation of Rabat, so we are having some technical problems, as you can see. Sergio, can you do it, or there you are? OK. So Est-ce que je peux commencer? Yes. Oui, Oui, oui. Donc, Monsieur Benbouya, responsable du développement. Oui, responsable du développement durable et de la gestion des déchets en particulier à la ville de Rabat. C'est un énorme plaisir donc d'avoir intégré donc l'expérience de la ville de Rabat. Je vous en remercie. Je vais commencer rapidement par un petit aperçu sur la gestion intégrée des déchets solides à la ville, puis rebondir sur l'organisation formelle des trieurs, passant par le centre de tri et finir par quelques photos d'illustration. Alors, en ce qui concerne la gestion intégrée des déchets donc, municipaux à la ville de Rabat, la ville de Rabat compte quelques 777 000 habitants qui produisent quelque chose comme 230 000 tonnes par an. Si on prend aussi le Grand Rabat, l'agglomération de Rabat, qui inclurait aussi 13 communes avoisinantes de la ville de Rabat, pour une population de 2 millions qui produit quelque chose comme 700 000 tonnes par an. En ce qui concerne donc la collecte des déchets et la gestion déléguée de la propreté à la ville, nous avons en matière de collecte une séparation. Donc, c'est une collecte séparative. On collecte les déchets ménagers à part et les déchets verts, les gravats, les encombrants à part. Et comme ça, nous avons partagé la ville de Rabat en termes de gestion des déchets ménagers en 2 territoires. Le premier, donc, c'est l'arrondissement Agdal Riyad Youssoufia et Suissi, géré par la société Solamta, c'est un groupe espagnol. Et la deuxième partie de la ville, en matière de gestion des déchets ménagers, je parle. Donc, c'est l'arrondissement Hassan Yacoub Mansour Touarga, géré par l'ex-société d'Erechpour. Actuellement, c'est appelé Arma. Et en ce qui concerne le nettoiement, la collecte des déchets vers Rabat, c'est géré par la société Averda. Pour le centre d'élimination et de valorisation de Maza, il est géré en intercommunalité, comme si bien nous a informé donc Madame Françoise Bonnet, pour chercher cette économie d'échelle. Donc, c'est ces 13 communes signataires de la convention de gestion de ce CEV. La caractérisation des déchets à Rabat nous donne
En priorité, nous avons 64% de matière organique et vous avez quelques chiffres sur les autres déchets assimilés qui nous permettraient une éventuelle valorisation et recyclage. J'ai mis cette Google Map pour vous montrer comment donc l'agglomération de Rabat, on collecte les déchets et on les transfère à travers les centres de transfert de Rabat, de Salé et de la ville de Temara pour les acheminer par la suite vers le centre de traitement et valorisation à Oumaza. Et directement, on va rebondir sur l'organisation formelle des trieurs clandestins de l'ex-décharge à Crèche, dont on nous a demandé d'en parler, de partager avec vous cette humble expérience. Donc, je disais, la ville de Rabat, en partenariat avec ses communes signataires, a sollicité donc, le concours de l'ONG CARE pour la réalisation du programme d'accompagnement social. C'est une clause contraignante dans le cahier de charge et une convention de partenariat a été signée entre ses partenaires et CARE pour les objectifs suivants: l'intermédiation entre l'opérateur et les trieurs. Comme vous le savez, ce sont deux entités qui ne se connaissent pas. Donc, l'opérateur, il est privé. Les trieurs, ce sont les collecteurs clandestins de la décharge sauvage d'Akrèche qui sont transformés en un bon centre de transfert par la suite. On devrait aussi les accompagner donc socialement et les intégrer dans une structure formelle. Ça nous a demandé donc 3 phases d'action. Excusez-moi, Monsieur Bembouya, est-ce que vous pouvez demander à Sergio diapo suivant quand vous changez de diapositive? Okay. Merci beaucoup. Oui. Merci. Donc, je veux rebondir maintenant sur donc, Monsieur Sergio, l'organisation formelle des trieurs. C'est le deuxième point. Alors, donc je disais donc 3 phases. Avec la dernière, c'est l'assistance à la structuration pour les organiser dans une coopérative par la suite qu'on appelait coopérative Tawafouq. On passe au slide suivant. Donc, sur la situation qui existait à l'époque à Akrèche, on avait recensé 157 trieurs, dont 22 enfants de moins de 20 ans. Et le tableau vous montre la séparation de cette population par genre et par âge pour en définir ses caractéristiques sociodémographiques. Donc, on avait 86, c'est des hommes, 46%, c'est moins de 20 ans, 40% qui ont suivi une scolarisation jusqu'au primaire, 32% n'ont jamais été scolarisés, 49% célibataires, aussi bien mariés, 53% c'est des enfants à charge et presque 90% se déclarent chefs de famille. Cette population donc produit quelque chose comme 84 kilos en moyenne par jour pour avoir une recette journalière de l'ordre de $7 par jour, avec un temps de travail moyen de presque de 9 heures. Alors, les activités, on passe maintenant au slide des activités réalisées. Si vous permettez, Monsieur Sergio. Encore, les activités réalisées, voilà. Alors, on a procédé à la reconversion de ces enfants mineurs, chefs de famille, en leur octroyant une formation qualifiante sur des métiers en relation avec le tri donc via notre Office national de formation professionnelle, ou bien en substitution par un parent. Accompagnement de ces trieurs pour le montage de cette coopérative qu'on l'a par la suite appelée Tawafouq. Formation donc ces trieurs sur le principe de montage de coopérative, aussi sur toutes les procédures administratives pour y arriver, pour couronner
et corroborer tout ce travail par l'élection d'un bureau via une assemblée générale qui a été tenue le 3 janvier 2010. Alors, l'infrastructure qui a abrité donc cette coopérative, c'est le fameux centre de tri au COV d'Omaza. D'ailleurs, le COV d'Omaza, c'était le premier au Maroc qui disposait d'un centre de tri à l'entrée. C'était construit dans le cadre de la convention de gestion déléguée, donc financée par le délégataire sur une période de 20 ans pour un montant d'investissement de 8 millions de dirhams. Et ça concernait toutes les communes, les 13 communes signataires de la convention. Ce centre de tri donc visait d'atteindre des objectifs d'ordre environnemental, donc en limitant la quantité de déchets à enfouir dans la décharge et à valoriser ces déchets via le recyclage aussi. Aussi des objectifs d'ordre social en partenariat avec Satan et Jeker, d'organiser ces ex-trieurs clandestins, ce qui nous permettrait de fermer la décharge, l'ex-décharge sauvage d'Akrach, qui s'est par la suite érigé en un bon centre de transfert de Rabat, comme je vous ai dit. Donc, professionnaliser, organiser le travail des trieurs. C'est un travail qui est reconnu par l'État. Maintenant, vous trouverez dans la carte nationale d'identité nationale électronique de ce trieur le métier trieur. Amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène et mettre à leur disposition un dispositif moderne de tri, de pesage, de valorisation. Ce centre de tri disposait d'un hall de réception des déchets, d'un alimenteur qui permet d'acheminer ces déchets du hall vers le trommel, d'un trommel pour séparer la fraction organique et humide des déchets, et d'une cabine de tri où œuvraient ces trieurs en opérant un tri positif manuel. Passez, Monsieur Sergio, au slide suivant. Centre de tri caractéristique. Encore. Voilà. Donc, j'ai passé en revue donc, ce slide. On passe maintenant au slide de quelques chiffres clés. Slide suivant, Monsieur Sergio. Voilà. Alors, ce centre… Can you tell us every time you want us to move to the next slide so that people can follow better? Thank you. Unfortunately, I forget. OK. Donc, on est dans le slide, donc chiffres clés. Donc, c'est un centre qui a un rendement de 40 tonnes heure avec une capacité de 250 000 tonnes par an, donc où il abrite ses 150 trieurs et qui nous permet de réaliser les 3 filières de valorisation. La première, c'est la valorisation matière, donc c'est le vrai travail de cette coopérative. Donc, c'est ce tri positif des matières assimilables, le plastique, le carton, etc. Et il y a aussi la filière de valorisation énergétique, donc de biogaz. Et nous permet aussi de réaliser la valorisation agronomique, autrement dit, produire le compost. Le slide suivant. Le slide suivant, Monsieur Sergio. Voilà, ça c'est le plan du site donc de ce centre avec un plan de travail. On y voit comment on alimente et on fait le criblage et le tri manuel, etc. Et on récupère les déchets. Alors, les déchets refusés, ce qu'on appelle le refus récupéré de la fin de la chaîne de tri manuel, comme a dit Madame Françoise, donc sont collectés et s'acheminent automatiquement donc via donc une autre chaîne, s'achemine vers un centre de valorisation, donc de production de combustible de substitution qui était totalement investi et construit par un cimentier. Donc, comme ça, les déchets refusés vont être incinérés dans le four du cimentier. Comme ça, on peut combiner cette
cet aspect social de cette coopérative avec la valorisation de déchets qui n'ont pas été collectés pour le recyclage. Alors, dernier slide, c'est quelques photos pour illustrer mes propos. Slide suivant, Monsieur Sergio. Encore les photos. Vous passez les photos pour illustrer ce que je disais. Merci pour votre suivi. Je voulais tout simplement ajouter et rebondir à ce qui était avancé par Madame Françoise. C'est que, certes, il y a cet aspect social, cette organisation dans le cadre de cette coopérative. On a visé donc cet objectif noble social, mais les communes, ces 13 communes, ils n'ont pas d'un impact financier. Ils n'ont pas de revenus sur ce recyclage et valorisation. Par la suite, ça ne permettrait pas d'avoir des revenus supplémentaires pour améliorer la gestion des déchets. Par conséquent, ce poste de gestion des déchets reste un poste budgivore. Pour petite information, rien que le personnel d'une commune, et particulièrement de Rabat, et la gestion déléguée des déchets, ça dévore les 65% du budget communal. Donc, on n'a pas des moyens, des retombées encore financières qui permettent d'alléger le coût de gestion des déchets, à part le budget donc communal et quelques subventions du ministère de l'Intérieur. Et merci. J'ai terminé, Monsieur Sergio. Thank you very much for your presentation. Sorry for the inconvenience of the slides, but I was trying to follow you, but it's a little bit complicated because I didn't know the presentation. So I hope you can more or less follow this interesting presentation about Rabat. And if anybody has a question, just raise your hand and we will take the question now. Otherwise, there will be some time for Q&A. Okay, we have one question by Mohammed Baur. Please feel free to unmute yourself and go ahead. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. أود أن أتحدث. نعم، أود أن أتحدث عن تجربة بلدية إربد الكبرى من المملكة الأردنية الهاشمية من الأردن في مجال إدارة النفايات الصلبة. الصوت واضح؟ Okay. Yeah, we can hear you. نعم. Yeah. مدينة إربد تقريبا يعني يبلغ عدد سكانها 930,000 نسمة. تنتج النفايات من النفايات المنزلية يوميا ما يزيد عن 800 طن بشكل يومي، وهو رقم كبير وهائل إذا ما قورن بالنسبة لعدد السكان وحجم العبء الكبير الذي يعني يقع على عاتق البلدية نتيجة هذه الكمية الكبيرة. ازدادت يعني هذه الكمية ازدادت بعد اللجوء السوري منذ مطلع عام 2013. فما قبل عام 2013 كانت الكميات لا تتجاوز 450 طن في اليوم الواحد. ما بعد 2013 بدأت الزيادة إلى حاجز 550 600 700 إلى أن وصلت إلى ما يزيد عن 850 طن في لغاية هذا اليوم. هذه الأرقام أعطت مؤشرات للتعامل بمنظور آخر لهذه النفايات، من ضمنها التعامل معها على من خلال الفرز من المصدر
والتعامل معها على تحويلها إلى طاقة إيجابية. وتم ذلك من خلال المشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، من خلال مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة إيجابية. أطلق هذا المشروع منذ عام 2017. بدأنا من خلال فريق للتوعية البيئية بعمل مسح ميداني للتجار والمنازل، أيضا بإعطاء المحاضرات في المدارس للطلاب وربات المنازل وقطاع الشباب وقطاع المزارعين وحتى رجال الدين. أيضا استهدفنا فئات كثيرة من المجتمع، وحتى يعني في الوقت الذي وصلنا فيه إلى نسبة يعني جيدة من رفع الوعي البيئي لدى الناس بأهمية التعامل الجيد مع النفايات من خلال تقليل يعني التعامل معها من خلال يعني عدم الرمي العشوائي، رميها في الأماكن المخصصة في الحاويات، فرزها بالشكل الصحيح، وتعليم الناس على فرزها بالطريقة الأمثل. ومنذ مطلع عام 2019 بدأنا بتجهيز محطات خاصة للتعامل مع هذه النفايات. المحطة الأولى كانت هي محطة فرز النفايات، والتي يصل إليها ما يقارب يوميا من 4 إلى 5 طن من النفايات التي القابلة للتدوير، كرتون، النايلون، البلاستيك، ويتم التعامل معها كل حسب طريقته. المحطة الأخرى هي محطة لإنتاج السماد، فبدأنا بجمع مخلفات الخضار والفواكه من السوق المركزي، من محلات الخضار الكبيرة، من المزارعين بشكل مباشر إذا أرادوا التخلص منها، وأيضا جمع أغصان الأشجار ومخلفات الأشجار التي يخرجها السكان أو حتى الذي تقوم البلدية بتجميعه وإرساله إلى هذه المحطة. يتم طحن هذه الأغصان وطحن هذه الأشجار والتعامل معها من خلال تخليطها مع كميات الخضار والفواكه الواردة للمحطة بشكل يومي، والعمل على ترطيبها وتقليبها بشكل مستمر لمدة تصل إلى 77 يوم. بعد ذلك يتم تنخيل هذه الكميات ومن ثم تغليفها، وتم طرحها في الأسواق باسم منتج سماد أرابيلا، وهو سماد نباتي من أصل نباتي 100%، حصل على شهادة ابتكارية، وأيضا حصل على فحوصات مخبرية من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وحقق نسبة مبيع جيدة أدرت دخل وعوائد مادية جيدة للبلدية. أيضا من خلال هذا المشروع قمنا بتوفير فرص عمل جيدة للذكور والإناث من مختلف الأعمار، وأيضا من العمال سواء كانوا من الأردنيين أو حتى من اللاجئين السوريين. فتم يعني تأمين فرص عمل جيدة وتمكينهم في المجتمع وإعطائهم فرصة يعني للانطلاق في المجال في الحياة العملية. أتمنى أن أكون يعني أوضحت يعني فكرة هذا المشروع وتجربتنا الرائدة التي احنا نعتبرها تجربة رائدة وجيدة في التعامل مع قطاع النفايات الصلبة. وأيضا يعني حاليا احنا من خلال 800 أو 900 طن التي يعني تنتج يعني نقوم بإنتاجها يوميا أو يتم جمعها يوميا، نتمنى يعني لاحقا أن ترتفع الكميات التي نستفيد منها لتحويلها إلى طاقة إيجابية، بحيث تقل التكاليف ونعطي عمر أطول للمكب حتى يعني يستوعب لسنوات أطول. وشكرا جزيلا لكم. Thank you, Mohammed. We will go on with the next presentation, which is from Luis Amengual from Palma in Spain, in Mallorca. So, Luis, do you want to start, or do you want me to present first the video? Hello, everybody.
First of all, I think it would be interesting to see the video before, because it's a good presentation, a good introduction for my presentation. If you want to put it on, Sergio. Sure, just a sec. Yeah. Sorry, also, can we ask to the speakers to put on the camera so that it's easier for the translators to translate? If it's possible, thank you. Okay, sorry. That's it. So can you see the video now? Yeah. Yeah. Okay, and can you hear it? A mosaic of cultures survives in the old centre of Palma. The history of the Mediterranean is palpable in its labyrinth of alleyways, squares, palaces and bell towers. And like in other cities, waste collection in this historical centre presents a continual challenge. Mobile selective waste collection. In the evenings, Imaya's mobile selective waste collection service unit goes into action. Electric vehicles distribute platforms from the operations centre to established points throughout the centre. In keeping with the fixed timetable and calendar, residents can then throw away their rubbish, packaging, paper and cardboard, glass, general waste, household oil, nappies, and for the first time in Palma, organic material. In parallel, a door-to-door service that has been agreed with businesses, tourist establishments, and schools and colleges customizes their waste collection and avoids the saturation of the platforms. This innovative system eliminates the presence of fixed containers in an environment as valuable as the historical centre, home to most of the city's treasured heritage. The implementation of this new service has arisen after intensive participation and consensual decision-making amongst political groups, associations, businesses and diverse collectives. An extensive awareness-raising and educational campaign has also taken place, with house-to-house visits and the issuing of information leaflets, bins and compostable bags, magnets with the collection calendar printed on them, and 3 different coloured bags. On the 29th of May 2017, the first phase began in the Calatrava, El Sindicat and Monticion neighbourhoods, and in 2018 will gradually be rolled out to other neighbourhoods in the historical centre. From 7 to 11 in the evening, residents can dispose of their selective waste on the platforms. This is then taken away to the operations centre, where it is classified, cleaned, and compacted before its subsequent treatment and recycling. Every morning, the streets and small squares of Old Palma regain their usual vibrant and dynamic hustle and bustle, free of containers. This new collection system has seen recycling increase from 18 to 70%. Outstanding results in Palma. This success could not have come about without the participation of residents and the commitment of businesses, who, like Imaya, hope that Palma is a more sustainable and innovative city every day. Thank you, Sergio. I will share the presentation. I think that you are seeing the presentation right now, no? Nice. Yeah. Hi again, everybody, and thank you so much for inviting Imaya to that presentation and that interesting session. Imaya is a public company, and our goal is to, first of all, to clean and to collect all waste
waste in Palma. Palma is a city around 400,000 people, inhabitants in Mallorca, in Balearic Islands, in Spain, and around in Palma we generate around 200,000 tons per year of urban waste. That's around 500 kilograms per inhabitant and per year. So we have managed that it's 25 selective waste collection, but our objective as a city must be to increase this amount as it's an environmental necessity and legal duty. I will present you this mobile selective waste collection that, as you saw in the video, I think it's a good and interesting experience, not only in Mallorca, but also in Spain. Well, my name is Luis Amengual. I am environmental technician of EMAIA, and that's, if you want to write me, that's my email, elamengual@emaia.es. First of all, Palma is around, as I said before, 450,000 inhabitants. And here you have the town center, and we will talk about that area, the blue one. This area is around 14,000 inhabitants around, and we will explain later how did EMAIA implement all these new and quite innovative system to collect waste. But if you have a look back and we see the background, before implementing that system, we had this kind of pneumatic waste collection system that people throw away, put all the waste inside, and in different tubes get to that operational area, as you said, you saw before in the video. And we invest a lot of money, because we invest around 25 million euros. It's a big amount of money. And at the beginning, we thought that it would take around 30 years, but as you saw here, it was only on operation only for 10 years. Then in 2013, we decided to stop it. It was so difficult. It was so expensive to maintain it. And we decided to say, okay, well, we will settle again feeds containers on street. But in 2016, we said, okay, but it's not fair to have this kind of system that it's not sustainable. It's not possible to reach higher waste separate collection, and we decided to prepare 6 participatory sessions in order to ask to everybody what they wanted to do. So we talked to political parties, to neighbors, to restaurants, hotels. That's more than 60 organizations. Okay, well, we have a problem. We have a problem in Palma, in that area. So we want to find a solution, and we want to find a solution with you. Not we want to tell you, okay, that's the solution, and then that's all. No. We want to involve you to find the solution. No? So, and at the beginning, we decided that we had 4 systems. We had conventional surface containers that we had before, no news, underground containers, mobile selective waste collection, or door-to-door collection. First system, conventional surface containers, okay, well, we will have the same that we had before, so there is no solution. Underground containers, it's a really expensive system, and especially in a town center that we find a lot of antiques and so on underground. So we decided to discard it as well. And we had 2 systems that it was quite interesting. The first one, as you saw on the video, is this kind of mobile selective waste collection. And it was quite interesting for people, even for hotels, restaurants, and so on. And door-to-door collection. That means every day you have a different fraction to be collected. So we talk about, and then involving the
involving people, we decided to decide and to study this mobile selective waste collection for people and door-to-door collection, especially for hotels, restaurants, and so on. Conclusions of that participatory process: to remove all containers. We wanted to increase selective waste collection. We wanted shops, restaurants, and hotels to separate. I mean, especially paper and cardboard and organic matter. And we will do it before and during a special and intensive educational campaigns, because we wanted people to know what we wanted to do. And especially if you do it well, you have the information, no problem. But if you are not doing well, we will have this kind of time that no problem. We will explain you again the system. I will explain you how does it work. But then if you are not doing well, I or the company will find you. As I said before, the characteristic of that system was system for historical center, around 14,000 inhabitants. Definitely, it depends on the season. Especially in summer, we have a lot of tourism. So, or we had before COVID, but it was around even for 30,000 inhabitants per month, per day. We have a lot of intensity of people visiting the down center of Palma. So it was a quite interesting project. We wanted these platforms to be moved by electric vehicles, implementation of waste collection, especially organic matter that we have on that system with the system before, removal containers, and that system had to be designed with accessibility criteria. You have here you have a picture. You saw it before in the video. I think it's not that difficult to understand. This is the tractor unit. It's electric, and this kind of platform unit that you leave it only for 4 hours in static points in the down center of Palma. So we have around 75 platforms. It's enough for that area. Only 75 meters from one to the other one. People only have the possibility to leave waste from 7 to 11, only 4 hours. You have a calendar. We prepared different magnets to hand into everybody that wanted to know how did the project, or how did the waste collection had to be carried out. And we have around that area, I mean, here I will show you. I will show you wait a moment. Around this area, we had this kind of other static or fixed containers in order to support those people that they couldn't to use the system. I mean, for example, if you're living here and then you have to get up early and you have not the possibility to throw away the waste, you have the possibility to go around this area to throw it away. It depends on the situation, but that's why we decided to have this other system, supported by surface containers. We had existing underground containers in some points, only in 3 points, I remember, so it's not that much. So we decided to maintain, obviously. As you see, we divided in 2 areas. The first one that we implement that system was, these areas was around 4,000 people. This is the name of the places, the little blocks that is divided this area. And then in 2018, around 9 months, we decided to implement in that area, which 10,000 people were living there.
it's a different one. This area is more for residents, and this area is more for touristic, and even there is the concentration of density of restaurants, bars is quite higher here than here. So it was interesting to first of all to implement it here, in order to the other part to know that how does the system work, and to learn from this area to implement here. So this is the collection calendar. As you see that we had quite interesting that. Sorry, Luis, can you share it full screen, please, again? Okay, perfect. Yeah. Perfect. No problem. Thank you. Okay. So here that we had the system, it's quite curious that we decide from Monday to Sunday to separate different fractions. We said, okay, we will collect every day organic, that's from Monday to Sunday. Nappies for all these people who have babies, or even all people who use it, in order not to keep all the nappies from, for example, 2-3 days at home. That it's quite, well, definitely it's not. Was it better to throw it away every day? And vegetable oil, I mean, this kind of household oil that we can leave it on the platform every day. No? According to the other days, we had at the beginning this calendar. I mean, plus you can throw it away twice a week, paper and cardboard 3 times a week, and lightweight packaging 3 times a week. This was the original calendar, collection calendar, but later on, in a couple of weeks, we decided to implement another day more of light packaging, because it was even impossible to collect all the plastic that people produce in Palma, even in Europe, and we decided to implement a 4th day. So right now we have 4 days of plastic collection. We wanted to definitely to implement a door-to-door business collection. I mean, all these waste coming from restaurants, but it was not, the platforms didn't have capacity enough to collect and to adopt that waste. So we decided to implement this kind of door-to-door business collection. Previously agreed. Definitely, this is one of the most important part of this project. Please involve people to implement a solution. Definitely prevents overflowing. That they were so common in the previous system. To increase the percentage of selective waste collection, and in order to give a solution for all these businesses that didn't have the possibility to separate waste before. This is another calendar, so there's no question that definitely we decided to implement organic matter, that it was the first time in Palma, even in the down center of Palma, that we implement this kind of collection. This is around 45, nearly 50% of weight of all the waste that we collect from Palma. So we decided to implement it. And if you separate organic, plastic, glass, and paper cardboard, at the end, the general waste that you collect from businesses is almost 0. You have 5 more minutes, Luis. Okay. 5. Okay. This is the calendar that we had. So no, there is we had different calendar for shops as well. And this is some pictures that I collected before. This is the platform, as you saw before in the video. Platform in the middle of historical area. You see that there is no visual impact. This is not even all the neighborhoods are so happy with this system, because they don't have these fixed containers on streets smelling, and that's all. And during the day, you can use the place to use it as a parking lot. You see the electric units. This is the walls. These are the walls in the town center. So you see it's quite in a historically important area, and there is a hotel here near
terrace, so no problem. This is a central operation area that as you see before on the video, all waste is separate, compact, and all the platform units are clean. This is the business door-to-door implementation, and what this is from class, organic matter, and this is the strong communication assessment that we had in order to know every people that wanted to know how did the system work, in order to, okay, we will give you more information, we will give you separate waste bags, we'll give you this little bin to separate organic matter. You see, this is the magnet, this is the guide, so it was really hard. This is the complete kit that we handed it to all those people that wanted to separate in the center. And as you see, before the first 6 months, we had the situation that at the beginning we had 34% of recycling, and general waste was 86%. In only 6 months, we had the other face of the coin, and we are recycling around 70% of waste collected in that area. I mean, we are talking about 14,000 people, different fractions. This is general waste that goes directly to an incinerator in Mallorca, and this is, as you see, the organic matter around 35%. Key elements: control, educational campaign, fines, and acknowledgement of public population participation. You see, there are more pictures, you have a calendar. Cuts around 2 million people, 2 million euros, I mean, sorry, that we invest in the system, and all the money that we don't spend to incinerate all that waste that at the beginning was general waste, and now is renewable resource to be recycled. So thank you so much. Thank you for, and then if you have any question, please. Thank you very much, Luis. I think it's quite remarkable the fact that you have shifted from a system that had barely 50% of separate collection to one that has 75. So congratulations for this change of model, and which I think is a very interesting way of implementation of waste management policies at municipal level. Thank you very much for sharing your experience. Gemma wants to share something before. No, I just wanted to say that, well, I like all the cases, but I especially like this case also because Palma, as all of you is a member of MedCities, and we always like to promote bilateral exchanges like this one. So it's very nice for us to have Palma here. And also I think that this solution, it's very nice as well because it's very adaptable, not to the characteristics of the city. So for example, it can start maybe with some source separation or with non-source separation. And I don't know, the fact that it's easily installable in a municipality with a dense center, small streets. Yeah, I think it's very adaptable to the characteristics. So thank you. Yes, and I would add that even if you in Palma, Luis, you choose to have this kind of platforms, which is has a technological component and well and design component, it can be easier and simpler just by having your, I don't know, any kind of display with pins or whatever. The key idea is that you can have these collection points, but at some time during the day without interceding with the public or with public life. So I think it's quite interesting. I want to thank you for sharing your knowledge and your experience. And now we will open a Q&A.
round. So please raise your hands. We have already a question from Bembuya. So please feel free to unmute yourself and go ahead. Oui, merci. Je voulais tout simplement remercier et j'ai adoré l'expérience de la ville de Palma et je pense que c'est une bonne pratique qu'on peut installer aisément dans les anciennes médinas au Maroc. Nous en avons 32 au Maroc et spécialement à Rabat aussi. Donc, c'est une bonne pratique pour intégrer ce genre de collection dans la ville ancienne. Merci. Thank you. But if I have, well, actually, I think it could be interesting that I have to say that it's so important to involve people if you want to implement these kind of solutions. Because when we decided to implement it in Palma, that it was the first time that we had that experience even in Spain. So we have no previous experience in other places, especially in a town center of the characteristics of Palma. So with a lot of people, tourism and shops, restaurants, and people from boats, and it was a really mixed situation. It was quite difficult to define, and step by step we decided to do it by people involvement. So it's so important to ask people, now we have a problem, now we will find a solution with all of you, not to say, okay, this is the problem, this is the solution, because in that situation, more probably the solution will not succeed, definitely not. Yeah, and to be fair, even if you don't say it because you're just too humble, this experience has been replicated and copied directly in other places in Spain. So, so there is definitely something to learn about this experience, even with platforms or any other display or deployment of technology or just containers, whatever. That there is something to learn. It's been replicated everywhere. So, definitely. Thank you. If there is any other question, otherwise we would close the session. And before we would say some words about the next one. I'm reading the chat, but we don't have any question here. So Gemma, if you have any final word for the next. Yeah, well, I just wanted to say that for the next session, I hope to see you all there. It will be very interactive, and it will aim at like cooperating between you to find the best solutions for some case scenario. And also, I would like to remind you that after the next session, we will send you more information. But just to give you some hints, there will be this opening for the mentoring process, which you will all be able to apply to, and we would like to encourage you to apply to. And during this mentoring process, you will have the first-hand experience from the experts that presented today and in the first session. So I think it will be very beneficial for the 3 municipalities that will be awarded. So I would just like to encourage you all to come next week and to participate also in the mentoring, in the application for the mentoring process. So I hope you enjoyed. Thank you all the speakers, and thank you all the participants, everyone who made questions. Thank you. The interpreters as well. Thank you and very the much. interpreters, sorry, thank you. Yeah. شكرا لكم. شكرا. Thank you. So see you next week. See you next week. Thank you very much. Again, I remind you that the link is different. So. ما هو الاختلاف؟